Lors d'une sortie scolaire, un enfant a résolu ce que 30 ingénieurs n'avaient pas réussi à résoudre, et ce qui s'est passé ce jour-là a laissé tout le monde sous le choc. Bienvenue sur le compte Conquest, où nous vous parlons avec cœur. Le soleil était à peine levé que le bus scolaire jaune s'arrêta devant la majestueuse tour de verre. Les enfants, leurs cartables remplis de déjeuners et de cahiers, s'éloignèrent en bavardant avec enthousiasme et les yeux brillants. Pour la plupart, ce n'était qu'une excursion parmi tant d'autres, une visite guidée d'une entreprise de technologie de pointe qui fabrique des pièces pour moteurs d'avions et voitures électriques. Mais pour un observateur silencieux, cette journée allait tout changer. Parmi les élèves de 6e se trouvait Sébastien Morel, un garçon de 11 ans qui parlait peu mais observait tout avec une intensité étrange. Ses professeurs savaient qu'il était différent, mais aucun n'avait anticipé à quel point il était extraordinaire. Fils d'une mère célibataire bibliothécaire, Sébastien dévorait des livres l'après-midi et assemblait chez lui d'étranges engins à partir de déchets recyclés. Il ne jouait jamais au football et n'élevait jamais la voix, mais son esprit explorait des mondes de turbines et de couples que peu d'adultes pouvaient appréhender. « Bienvenue à Tecna », annonça une femme en tailleur bleu impeccable au pied du bâtiment. Il s'agissait de l'ingénieur Laura Garnier, responsable des relations institutionnelles. Aujourd'hui, vous découvrirez comment nous relevons les plus grands défis de l'ingénierie moderne. Les enfants se sont alignés en file indienne, certains se poussant du coude avec enthousiasme, d'autres admirant avec stupeur les immenses écrans interactifs alignés dans le hall. Sébastien restait en retrait, serrant contre lui un petit carnet de croquis dans lequel il griffonnait sans cesse des schémas. Tandis que le groupe parcourait les laboratoires d'essais et les couloirs débordant de prototypes, un débat étouffé s'échappait d'une vitre teintée. À l'intérieur, les ingénieurs étaient réunis autour d'une table jonchée de plans et d'un composant métallique démonté. Ce problème persiste depuis 3 semaines, se plaignait un homme épuisé aux cheveux blancs comme neige. Si nous ne le résolvons pas, le contrat reviendra à nos concurrents. Il s'agissait de Roberto Lugan, le légendaire ingénieur en chef de l'entreprise. Sébastien s'immobilisa net. Tous les muscles de son corps se tendirent tandis qu'il pressait son front contre la vitre froide, absorbant chaque nuance de la discussion frénétique. Le reste de la classe poursuivit sa route, inconscient de la tempête qui se déchaînait derrière lui. « Où est cet enfant » demanda Laura Garnier en se retournant et en constatant l'absence de Sébastien. Lorsqu'elle le vit fixer les ingénieurs, elle s'approcha doucement. « Tu ne viens pas avec le groupe » demanda-t-elle. Ils essaient de résoudre un problème d'accouplement rotatif dans un module de compensation dynamique, répondit-il sans détourner le regard. Laura resta bouche bée. « Que as-tu dit » murmura-t-elle. « Je connais cette pièce » continua calmement Sébastien. Elle est assemblée à l'envers, l'axe est inversé. Sa voix exprimait la certitude de quelqu'un qui avait déjà vu ce défaut. Les ingénieurs à l'intérieur restaient absorbés par leur débat labyrinthique, ignorant qu'un enfant en voyage scolaire venait de repérer la panne qu'ils ne voyaient pas. Pendant ce temps, Sébastien prenait quelques notes rapides dans son carnet. Dans la salle de conférence, la tension crépitait sous la lumière blanche et crue des écrans. 30 des meilleurs spécialistes de Tecna avaient effectué plus de 240 tests d'ajustement logiciel, audits externes, analyses thermiques et pourtant, le capteur de couple continuait à fournir des données incohérentes en conditions réelles. Les simulations ne montrent aucun défaut, murmura un ingénieur en parcourant les diapositives. Le problème ne vient peut-être pas du logiciel, mais de son interaction physique. Ou alors, ça pourrait être une dilatation thermique, ajouta un autre, la voix épuisée. On a vérifié 3 fois. Ce n'est pas ça. Dehors, Sébastien poursuivait sa surveillance. Son visage était impassible, mais ses yeux brillaient de perspicacité tandis qu'il étudiait chaque schéma, chaque éclat de métal. « Connaissez-vous cette pièce » s'aventura Laura, incapable de cacher sa curiosité. « Ça me rappelle le livre de mon grand-père sur les accouplements de turbines » dit-il doucement. « Si on fait pivoter l'axe de 180 degrés et qu'on inverse la polarité du capteur, les mesures devraient se stabiliser. » Laura cligna des yeux, incertaine s'il répétait le texte ou s'il en saisissait vraiment le concept. Mais la conviction dans son ton la fit frissonner. Avant qu'elle puisse répondre, Roberto Lugan s'avança dans le couloir, une tasse de café à la main. Entendant les murmures étonnés de sa collègue, il jeta un coup d'œil au coin de la rue. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il. Laura déglutit. Ce garçon dit que l'axe du module est inversé à un problème physique, pas numérique. Roberto rit sèchement. « Quel âge as-tu » 11, répondit Sébastien, inébranlable. « Et vous corrigez nos ingénieurs. » Le rire de Roberto résonna dans le couloir,
mais le doute était déjà bien présent. De retour au laboratoire, Roberto s'est penché sur le prototype. Il a ajusté son alignement, saisi de nouvelles commandes dans le simulateur et reconfiguré l'étalonnage du couple exactement comme Sébastien l'avait décrit. Au début, rien n'a changé. Puis, petit à petit, les données se sont alignées et la simulation est restée stable. Un silence stupéfait s'abattit sur la pièce. « Que as-tu fait » s'exclama un ingénieur. « Rien » répondit Roberto, toujours en train de réfléchir. « J'ai juste inversé l'axe et la polarité. » Les têtes se tournèrent vers la fenêtre du couloir. Sébastien se tenait là, serrant son carnet comme un talisman. Roberto prit une profonde inspiration, hésitant, mi-humilité, mi-admiration. Après un signe de tête à son équipe, il retourna dans le couloir. « Entrez » dit-il en désignant le garçon qui portait des chaussures éraflées et une chemise blanche froissée. « Parlons. » Alors que Sébastien franchissait le seuil, le temps sembla ralentir. Les ingénieurs d'élite de la salle le considéraient comme une anomalie, un paradoxe vivant qui bouleversait toute leur approche. Pourtant, il n'y avait pas de moquerie ici, seulement la reconnaissance que certaines vérités proviennent des voies les plus inattendues. « Puis-je poser une question » dit doucement Sébastien en s'approchant de la table. Roberto hocha la tête, les bras croisés. « Combien de fois as-tu inversé les cieux avant de calibrer le couple » demanda Sébastien sans détour. Un murmure parcourut le groupe. Le plus jeune ingénieur prit la parole le premier, étonné, « Jamais. Nous pensions que les cieux ne fonctionnaient que dans un seul sens. » L'erreur ne résidait donc pas dans la conception, a observé Sébastien, mais dans notre hypothèse sur son fonctionnement. Le silence s'installa. Les lèvres de Roberto se pincèrent lorsqu'il réalisa l'ampleur de la perspicacité du garçon. Un enfant avait remis en question la logique fondamentale de l'entreprise et prouvé qu'elle était erronée. Comme la logique était erronée, l'un des ingénieurs laissa échapper un rire sarcastique. « Très bien, très bien. Et que propose notre petit génie ? Qu'on change toute la chaîne de montage parce qu'elle ne lui plaît pas ? » « Pas besoin de tout changer, » répondit Sébastien sans la moindre irritation. « Il suffit d'ajuster la séquence de retour et de reconfigurer le sens de lecture. » Les visages autour de la table formaient une mosaïque de surprise, d'ironie, de contentement et de perplexité. L'un d'eux, le collègue de Laura, se leva et s'avança vers elle. « C'est ridicule. On a une réunion avec des investisseurs dans 3 jours, et vous nous apportez ça ?» Laura Degli se mordit la lèvre. Elle n'avait pas voulu provoquer une crise, mais elle ne s'attendait pas non plus à ce que la suggestion d'un enfant ébranle autant de professionnels chevronnés. « Écoutez-le encore une minute, si vous voulez, » insista-t-elle d'une voix ferme malgré la tension. Tout le monde n'était pas prêt à l'écouter. L'un des plus anciens ingénieurs, le docteur Adrien Chevalier, se leva avec une lenteur délibérée, les mains dans les poches, et interpella le garçon. « Dis-moi, Sébastien, sais-tu combien d'années d'études j'ai ? » « Non, » répondit l'enfant honnêtement. « 32 ans. J'ai travaillé pour Airbus, Tesla et 2 agences spatiales. Vous savez ce que ces entreprises ont en commun ? Elles ont toutes eu des gens qui ont commis une erreur un jour. » Sa voix restait calme, inébranlable. Un léger rire parcourut la salle au surpris, non moqueur, car sa réponse était exacte, directe et douloureusement sincère. Adrien se tut. C'est alors que Martin Dupuis, le jeune ingénieur resté silencieux jusqu'alors, s'avança. « Sébastien, pourrais-tu nous montrer exactement ce qui ne va pas dans la conception ?» D'un geste délicat, le garçon posa son carnet sur la table et l'ouvrit sur une page débordant de schémas détaillés, dessinés à la main ou une modification du module original que personne n'avait imaginé. À cet instant, la pièce cessa d'être un champ de bataille d'ego froissés pour devenir un havre de découverte. Mais au-delà des parois vitrées, un observateur silencieux observait, Édouard Delcourt, le général de Technéa. Il n'avait pas été invité, et pourtant, des rumeurs lui étaient parvenues. Ce qu'il venait d'observer le laissa sans voix. Cet enfant n'était pas un prodige ordinaire, et ce qu'il allait révéler allait changer non seulement l'avenir de l'entreprise, mais aussi celui de Sébastien. Martin étudia les schémas, son visage passant de l'incrédulité à l'émerveillement, puis à un silence respectueux. « C'est cohérent » murmura-t-il. « Ce n'est pas un croquis d'enfant, c'est une refonte fonctionnelle complète. »« Que veux-tu dire » appela Adrien depuis le fond. « Si nous mettons en œuvre ce qu'il a proposé, nous pourrions stabiliser le module sans modifier son architecture externe, » expliqua Martin. L'atmosphère de la salle changea, là où régnait le sarcasme et l'arrogance, une lueur d'espoir s'ouvrait désormais.
Laura Garnier prit une inspiration profonde, consciente que les événements se déroulaient au-delà de tout scénario formel, mais impuissante à arrêter l'élan. Sébastien resta immobile, le regard fixé sur une pièce métallique égarée. « Peux-tu nous expliquer comment faire » demanda Martin. L'enfant hocha la tête et s'approcha du tableau numérique avec une assurance qui fit frissonner tous les assistants. Il a redessiné sa proposition, reconfiguré la séquence de couple, inversé l'axe avec un réglage angulaire progressif et simplement inversé la lecture du signal du capteur, évitant ainsi le saut binaire que les ingénieurs tentaient de corriger par logiciel. L'erreur n'étant pas numérique, elle est structurelle, a-t-il annoncé. Roberto Lugan, jusque-là impassible, croisa les bras et se pencha pour étudier le schéma. Lorsqu'il releva enfin les yeux, il dit simplement « On va essayer ». Le silence s'installa. « Quoi » lâcha Adrien. « Tu vas appliquer ce que dit un enfant ?»« Non » répondit Roberto, « on va faire une simulation. »« Tu as peur que ça marche ?» Son ton dissipa le doute. Les ingénieurs se rassemblèrent autour de leur poste de travail. Martin et Sébastien numérisèrent le schéma et le téléchargèrent dans le simulateur de charge dynamique. Tous attendirent, le souffle coupé. Au fond du laboratoire, invisible, se tenait le général Delcourt. Il avait reçu une alerte de sécurité pour l'entrée non autorisée d'un mineur, mais au lieu d'intervenir, il préféra observer. Un bip retentit. Martin jeta un coup d'œil à l'écran stabilisé et murmura « 0 panne sur 300 cycles ». Roberto recula, stupéfait. « Ce n'est pas possible ?» ?»« C'est possible », confirma Martin avec un sourire triomphant. Devant eux se trouvait la solution qui leur avait échappé. Ils se tournèrent vers Sébastien, certains avec étonnement, d'autres avec chagrin. Pourtant, le garçon ne sourit pas et ne célébra pas. Il se contenta d'observer, comme si tout cela était parfaitement normal. « Et comment as-tu su le faire » demanda doucement Roberto. « Je ne savais pas » répondit honnêtement Sébastien. « Je l'ai juste vu. » À ce moment-là, le général Delcourt entra dans la pièce. Tout le monde se retourna. Laura et Roberto se redressèrent. Il dit d'une voix sonore, « Je ne suis pas venu interrompre. Je suis venu féliciter le plus jeune ingénieur à avoir jamais franchi ses portes. » Il tendit la main à Sébastien, qui la prit timidement. « Comment t'appelles-tu » demanda Delcourt. « Sébastien Morel. »« Je me souviendrai de toi, Sébastien, » déclara le général, « et je ne serai pas le seul. » Après la poignée de main, un silence plus profond que les applaudissements s'installa dans la salle. Personne ne savait quoi dire. C'était comme si l'air avait changé de densité. Certains ingénieurs échangèrent des regards étouffés, d'autres fixèrent le sol, et Sébastien ferma calmement son carnet et le glissa dans son sac à dos. « Puis-je retourner dans mon groupe » demanda-t-il comme s'il s'agissait de la requête la plus ordinaire. « Bien sûr, mon garçon » répondit le général en souriant. « Mais d'abord, j'aimerais parler à ton professeur. » Laura accompagna l'enfant jusqu'à la porte, et même après son départ, le nom de Sébastien résonna entre les murs. « Quel genre d'enfant est-il » murmura Adrien, incrédule. « Un génie » répondit Martin sans hésiter. « On n'en voit qu'un par génération. » Dehors, Sébastien rejoignit ses camarades. Personne ne remarqua le moment extraordinaire qui venait de se produire. Pendant que ses amis jouaient ou prenaient des photos, il s'assit sous un arbre et commença à dessiner une autre éolienne aperçue en passant. La professeure de sciences, Camille Estrade, s'approcha doucement. « Ça va » demanda-t-elle. « Oui » répondit-il sans lever les yeux. « Je leur ai juste montré quelque chose. »« Ils t'ont bien traité » insista-t-elle doucement. « Oui. » Camille l'observait dans un silence contemplatif. Elle le connaissait depuis 2 ans, toujours différent, toujours asocial. Pourtant, ce n'était jamais de la timidité, c'était comme si son monde intérieur était si vaste qu'il n'avait besoin d'aucune distraction extérieure. Pendant ce temps, à l'intérieur du bâtiment Édouard, le général Delcourt avait ordonné une enquête discrète sur les antécédents de l'enfant. « Je ne veux pas de scandale » avait-il dit à son assistant. « Je veux juste savoir qui il est. » Leurs recherches n'ont donné que peu de résultats. Sébastien Morel, 11 ans, fils unique de Claire Morel, bibliothécaire dans une école primaire. Pas d'études universitaires, pas d'activité sur les réseaux sociaux et un père absent. Son quartier modeste offrait peu de choses à signaler. Pourtant, le détail le plus remarquable était le suivant, Sébastien n'avait aucun dossier médical ni psychologique,
n'avait jamais participé à des Olympiades ni à des programmes pour enfants surdoués, il était invisible aux yeux du système. Et comment a-t-il pu se faufiler ici sans que personne ne le remarque, se demanda Delcourt à voix haute. Peut-être, répondit Laura depuis la porte, qu'il n'avait jamais besoin d'être remarqué. Tu crois qu'il a compris tout ce qu'il disait, demanda Delcourt. J'en suis sûr, répondit Laura. Ce soir-là, à la maison, Sébastien était assis en silence à côté de sa mère. C'était devenu leur routine tranquille, elle demandait gentiment comment s'était passée la sortie scolaire, et il ne répondait que si quelque chose l'avait vraiment ému. Ce soir, il a dit, bien, c'était intéressant. Claire Morel sourit chaleureusement. Elle savait que son fils parlait avec parcimonie, seulement quand quelque chose le touchait. Au bout d'un moment, elle demanda, as-tu appris quelque chose de nouveau? Sébastien hésita, puis la regarda avec une clarté sereine, non, mais pour la première fois, j'ai été écouté. Perplexe mais tendre, Claire lui caressa les cheveux et commença à débarrasser la table. Pourtant, le carnet de Sébastien était ouvert sur son bureau. Sur cette page spéciale se trouvait un schéma corrigé du système, esquissé de sa main précise, avec une seule note, si tout le monde le regarde de la même manière et que personne ne trouve l'erreur, peut-être le voit-il sous le mauvais angle. Pendant ce temps, chez Tecna, ce soir-là même, une équipe d'ingénieurs étudiait attentivement la même conception. Le module avait finalement été stabilisé, les investisseurs rassurés que la livraison serait à temps, mais aucun d'entre eux ne dormait. Non pas à cause du stress technique, mais à cause de l'écho d'une vérité dérangeante, ils avaient été surpassés par un enfant. Et cela, ils le réalisèrent avec à la fois crainte et effroi, n'était que le début. 2 jours plus tard, une lettre officielle arrive au lycée Thomas Edison. Arborant le logo du plus prestigieux cabinet d'ingénierie du pays, elle est adressée au directeur de l'établissement. À l'intérieur, une invitation, Sébastien Morel est invité à revenir à Tecna, cette fois pour une journée complète d'observation dans leur laboratoire principal. Le directeur pensa que c'était une farce. Sébastien lui-même demanda à sa professeure de sciences, Camille Estrade, si c'était authentique. Avec un doux sourire, elle le confirma, oui, c'était bien son esprit qui avait découvert la faille que personne d'autre ne pouvait résoudre. Et oui, il ne s'était même jamais inscrit à l'Expo Science, car la reconnaissance n'avait jamais été son but. La compréhension l'était. La nouvelle se répandit rapidement dans les couloirs. Certains professeurs traitèrent Sébastien avec une perplexité respectueuse, d'autres, avec une curiosité prudente. Il resta inchangé, il arriva tôt, un cahier à la main, assis au dernier rang, ne répondant que par le strict minimum. Plus tard dans l'après-midi, une voiture de Tecna remonta la rue étroite jusqu'à la modeste maison où vivaient Sébastien et Claire. Claire, son tablier toujours noué à la taille, ouvrit la porte avec méfiance, elle n'était pas habituée aux visiteurs, surtout en tenue professionnelle. Madame Morel, demandèrent les 2 représentants. Nous sommes de Tecna pour discuter de l'extraordinaire réussite de votre fils. Bien que réservée, Claire accepta l'invitation de Sébastien à visiter l'entreprise. Pendant le trajet, elle et son fils parlèrent peu. Sébastien regardait par la fenêtre, le visage serein mais plein d'espoir, comme s'il pressentait le seuil qu'ils allaient franchir. À leur arrivée, Édouard Delcourt et Laura Garnier les accueillirent avec un respect indéfectible. C'est un honneur de vous recevoir, déclara Delcourt. Claire regarda son fils, puis de nouveau l'homme en costume, mon fils ne fait qu'observer. Il a toujours été comme ça. Oui, répondit Delcourt, mais ce qu'il observe, il le comprend et ce qu'il comprend, il le transforme. Ils les conduisirent à travers les laboratoires rutilants, montrant comment la solution de Sébastien avait sauvé un contrat de plusieurs millions d'euros. Sur les plans redessinés, la signature d'un ingénieur était à côté d'une note, inspirée du schéma original de Sébastien Morel. Claire chercha ces mots jusqu'à ce que Delcourt lui demande gentiment, a-t-il déjà été examiné par un professionnel, un psychologue ou un neurologue? Claire ne se souvenait que d'une seule évaluation à l'âge de 5 ans, qui avait diagnostiqué une hypersensibilité cognitive puis les examens avaient été suspendus faute de moyens. Tout ce qu'il sait, il l'a appris tout seul, murmura-t-elle en jetant un coup d'œil aux livres d'occasion et aux pièces abîmées disséminées dans leur maison. Ce soir-là, avant de rentrer, Sébastien s'arrêta devant un immense moteur à turbine exposé dans le hall principal de l'entreprise. « Puis-je le toucher » demanda-t-il. « Bien sûr » répondit Delcourt. Sébastien posa la main sur le métal froid et ferma les yeux. Laura observa, fascinée. Lorsqu'elle murmura « Sais-tu ce que tu touches ?» il répondit sans ouvrir les yeux, un accord de pression, une danse de chaleur,
on dirait que ça me parle. Delcourt se tourna vers son assistant. Enquêtez sur tout ce que nous pouvons faire, légalement. Cet enfant ne doit pas passer inaperçu, nous ne pouvons pas le perdre. Pourtant, Sébastien n'était pas un projet, il était une tempête silencieuse, un esprit impossible qui commençait à peine à s'ouvrir à un monde encore peu prêt à le comprendre. Mais un visage humain aux lignes fracturées, et en dessous une note, le problème le plus complexe est celui qui refuse d'être résolu. Quelques jours plus tard, Martin reçut un appel de Monsieur Lefebvre. Monsieur Delcourt demandait un entretien privé. Que se passe-t-il? Se demanda Martin. Nous avons un projet très ambitieux et confidentiel, a déclaré Monsieur Delcourt, la voix tendue par l'enthousiasme. Il exige des esprits neufs, une créativité sans limite, et nous souhaitons que Sébastien le dirige. Martin balbutia. Sébastien n'était qu'un enfant. Et pourtant, il était le seul ici capable de voir ce que personne d'autre ne voyait. Le jour où Sébastien est arrivé au laboratoire, il a été escorté dans un couloir qu'il n'avait jamais vu auparavant. Derrière un écran noir se trouvait la salle d'expérimentation, des projections holographiques dansaient dans les airs autour d'une console centrale. Il s'agissait du système classifié OERA, un réseau énergétique hybride capable d'alimenter des villes entières. Nous voulons votre avis, a annoncé Monsieur Delcourt. Et, si possible, une solution. Sébastien marqua une pause, puis s'approcha de la console. Il étudia les flux de données flottants, son expression sereine, comme s'il savait déjà comment cela devait se terminer. Tout le problème, dit-il d'une voix calme et assurée, repose sur l'idée fausse que nos seules limites sont technologiques. Mais où se situent réellement ces limites? Dans ce que les gens sont ou ne sont pas prêts à voir. Monsieur Delcourt sourit, intrigué. À quelques kilomètres de là, dans un bureau isolé, Adrien Chevalier rédigeait un rapport confidentiel. Son but, restreindre l'accès de Sébastien sous un simple prétexte. On ne peut pas confier l'avenir d'une entreprise à l'intuition d'un enfant, écrit-il. Il ne savait pas qu'à ces mêmes heures, Sébastien transformait déjà plus que des données, il remodelait l'âme de ceux qui l'entouraient. Cette matinée avait commencé comme toutes les autres. Sébastien arriva tôt à Tecna, comme les semaines précédentes, et fut accueilli par Martin à Ponte. Son sourire était chaleureux, mais l'inquiétude ombrageait ses yeux. Il y a une présentation générale aujourd'hui, a-t-elle prévenu. Le conseil d'ingénierie, certains dirigeants et même la presse interne seront présents. Ils veulent voir vos progrès, et vous ferez une présentation. Sébastien la regarda sans émotion. Sont-ils prêts pour ça, soupira-t-elle. Certains le sont. D'autres veulent juste te voir échouer. Ce que Sébastien ignorait, c'est qu'en coulisses, Adrien Chevalier et deux collègues avaient trafiqué les données de simulation qu'il allait utiliser. Leur intention était cruellement simple, le faire échouer devant tout le monde, puis dire, même un génie de 11 ans fait des erreurs. À 10 heures précises, l'auditorium était bondé, avec plus d'une centaine d'employés. Monsieur Lefebvre, des ingénieurs, des techniciens et Laura Garnier observaient nerveusement depuis le premier rang. Martin gardait les yeux rivés sur la console. Au fond, Monsieur Delcourt était assis, impassible. Monsieur Delcourt monta sur scène. Aujourd'hui, commença-t-il, nous partageons plus que des progrès techniques. Nous vous montrons ce qui se passe lorsque quelqu'un filtre le monde avec un regard nouveau, appela-t-il Sébastien à s'avancer. Le garçon s'avança d'un pas assuré, son carnet sous le bras. Il n'avait besoin ni de papier ni d'écran, seulement de la tablette reliée au système. Il exposa sa proposition, une redistribution modulaire du réseau OERA pour augmenter l'efficacité de 17%, sans modifier l'infrastructure de base. Tout se déroula sans encombre jusqu'au lancement de la simulation. Sur l'écran géant, les données s'effondrèrent, erreur, instabilité, échec total. Un murmure parcourut la foule. Certains se couvraient la bouche, d'autres enfouissaient leur regard. Au deuxième rang, les lèvres d'Adrien s'étirèrent en un sourire triomphant. Le front de Monsieur Delcourt se fronça. Claire Morel se leva, tout comme Sébastien lui-même, les yeux fixés sur l'écran clignotant. Il y a quelque chose qui ne va pas, dit-il calmement. On dirait que votre idée n'a pas fonctionné, rétorqua une voix dans le public, voilà, c'est raté. Sébastien leva les yeux. Non, répondit-il d'une voix ferme, mon idée fonctionne. Ce qui ne va pas, c'est que... Il tapa rapidement, ouvrant les journaux du système, les comparant à ses schémas originaux, sondant les registres internes. Puis il le vit, le capteur de réponse du module 3 avait été inversé.
Martin s'est précipité sur scène pour vérifier le code. Sébastien a déclaré haut et fort, « Ce n'est pas une erreur, c'est un sabotage ». Un silence de mort s'installa. Sébastien poursuivit, d'une voix douce mais résolue, « Les idées n'apparaissent pas toutes seules. Parfois, il faut d'abord les saboter. » Laura se leva. Monsieur Delcourt ordonna un audit immédiat. « Montrez-moi les journaux d'accès maintenant. » Claire Morel rejoint son fils sur scène. Il serre son carnet mais ne tremble pas. « Tu veux partir » demanda-t-elle doucement. « Non » répondit-il. « Ce n'est pas à eux de décider quand cela se terminera. » Quelques heures plus tard, dans une salle privée, l'audit a confirmé l'inévitable. Adrien Chevalier et ses deux complices avaient accédé au système avec leurs propres identifiants, quelques heures seulement avant la présentation, et avaient modifié les données. Ils ont été suspendus immédiatement. Mais Sébastien ne recula pas. Cet après-midi-là, il revint sur scène, corrigea l'erreur, relança la simulation en temps réel et démontra comment le système pouvait fonctionner de manière stable avec sa conception originale. L'auditorium se leva en applaudissements, même de la part de ceux qui avaient douté ou l'enviaient. Quand ce fut fini, Sébastien descendit de la scène et s'approcha de sa mère. « Je pense que cette fois, j'ai vraiment appris quelque chose de nouveau », a-t-il déclaré. « Donc, ce n'est pas suffisant d'avoir raison. » Claire Morel le serra dans ses bras. « Que faut-il d'autre » demanda-t-elle. Sébastien, patient et sage pour son âge, sourit, mais choisit le silence. Dans les jours qui suivent, la nouvelle de Sébastien Morel déborde les murs de Tecna. D'abord un article interne, puis un billet sur le blog de l'entreprise. Bientôt, un journaliste spécialisé dans les technologies découvre une vidéo de sa présentation, qui devient virale. Les gros titres annoncent, un enfant de 11 ans détecte une faille que 30 ingénieurs ont manquée, un sabotage chez Tecna révèle un prodige anonyme, la naissance d'une nouvelle Tesla. Les médias ont investi l'école de Claire. Elle, qui n'avait pas de réseaux sociaux, a commencé à recevoir des appels à toute heure. Les demandes d'interview ont afflué. Il pourrait représenter notre pays dans les salons internationaux, ont-ils dit. Nous lui offrirons une bourse complète à l'étranger. Le directeur de l'école, autrefois indifférent, vantait désormais Sébastien comme une fierté institutionnelle. Le professeur Camille Estrade a appelé à la discrétion, refusant de le dénoncer. « Voulez-vous leur parler » a-t-elle demandé. « Je n'aime pas quand tout le monde parle en même temps » répond Sébastien. Ensuite, vous choisissez qui écouter, a-t-elle déclaré. Mais il ne m'écoute pas, soupira-t-il. De retour à Tecna, Monsieur Delcourt convoque un conseil extraordinaire. Il propose un programme de mentorat scientifique pour les jeunes talents, à commencer par Sébastien. On ne peut pas laisser quelqu'un comme lui se perdre dans la bureaucratie, insiste-t-il. Un autre conseiller propose une idée audacieuse, embaucher Claire comme bibliothécaire de Tecna, afin qu'elle puisse soutenir son fils sans perturber la stabilité de la famille. Le conseil adopte les deux propositions à l'unanimité. Ce soir-là, Claire et Sébastien étaient assis à leur table habituelle, une pile de lettres d'invitation devant eux des logos de France, d'Angleterre, du Japon. Ils vous offrent tout ce qu'ils ne donneraient même pas à des étudiants universitaires, a observé Sébastien. Que ferais-tu ? Demanda-t-il à sa mère. Claire réfléchit. Partir à l'étranger peut vous ouvrir au monde, dit-elle, mais cela peut aussi vous fermer à des choses que vous ne connaissez pas encore ici comme les amis, l'odeur de la maison, les mots que vous comprenez sans traduire. Alors, que dois-je faire ? Claire lui caressa doucement la tête. Que ferais-tu si c'était une pièce cassée ? Tu regarderais à l'intérieur, puis tu déciderais. Le lendemain matin, Sébastien arrive à Tecna, carnet en main, et demande à parler à Monsieur Delcourt, Laura et Martin. Merci pour tout, commence-t-il, mais je ne veux pas être un symbole ou un cobaye. Ce n'est pas notre intention, répondit Monsieur Delcourt avec sérieux. Nous voulons seulement vous donner ce que vous méritez. Restez avec nous, si vous pouvez dessiner en paix, sans caméra, sans applaudissements ni discours. Sébastien sourit. Affaire conclue. Cet après-midi-là, dans son coin du laboratoire, Sébastien ouvrit une nouvelle page blanche et commença à dessiner. Son croquis n'était pas une machine mais une ville, un réseau énergétique reliant des maisons modestes à des centres avancés, une structure autosuffisante sans hiérarchie ni frontières. En bas, il inscrivit, « La véritable intelligence ne cherche pas à briller, elle cherche simplement à servir. » À son insu, à l'extérieur du laboratoire, quelqu'un observait. Un émissaire d'une université lointaine, Léonard Marchand,
professeur de systèmes complexes à l'Institut Polytechnique de Lyon, n'était pas venu offrir une bourse mais présenter une invitation qui pouvait changer la vie de Sébastien. Vêtu simplement, ne portant rien d'autre qu'une vieille sacoche en cuir, il chercha Monsieur Delcourt. « Je suis venu chercher le garçon », a-t-il dit, non pas pour l'emmener, mais pour l'inviter à penser différemment. Monsieur Delcourt écoutait, intrigué. Bientôt, Sébastien se retrouva conduit dans une petite pièce sans fenêtre où Marchand lui parla comme s'ils se connaissaient depuis longtemps. « J'ai vu vos croquis », dit-il doucement. « Ils ont une âme structurelle, une qualité que les machines respirent avec vous. Cela ne s'apprend pas. » Sébastien écoutait, l'expression indéchiffrable. « Je veux que tu viennes à Lyon pendant un mois, » a poursuivi Marchand, non pas pour étudier ou pour jouer, mais pour voir comment les autres travaillent. « Et si ça ne te plaît pas, on se serrera la main et tu rentreras chez toi. » Ce soir-là, Claire fut informée. « Tu n'as pas à décider maintenant, » dit Laura à son fils. « Mais cette opportunité est réelle. » Ce soir-là, Sébastien s'enferma dans sa chambre, lumières éteintes. Claire laissa une tasse de thé et un carnet propre à sa porte. Le lendemain matin, Sébastien l'ouvrit et écrivit une seule ligne. « Ce n'est pas une question d'où je suis emmené, mais d'où je peux apporter ce que je suis. » Il avait fait son choix. À l'aéroport, lieu d'annonce inconnu et de langues étrangères, son visage ne trahissait que la curiosité. À Lyon, Marchand et une petite équipe l'accueillent non pas comme un prodige, mais comme un égal. Il l'invite à observer, à dessiner, à réfléchir. Pendant des semaines, Sébastien se déplaçait comme un fantôme lumineux dans les laboratoires, parlant peu. Chaque fois qu'il écrivait dans son carnet, quelqu'un le regardait, et il ne fallait jamais longtemps avant que ses notes ne deviennent des avancées techniques tangibles. « On n'a jamais rien vu de tel », murmura un ingénieur. « Ce n'est pas seulement une question de talent, c'est une toute nouvelle perspective. » Un jour, à l'heure du déjeuner, Léonard se tourna vers Sébastien et lui demanda « Qu'est-ce qui te manque de chez toi ?» Sébastien regarda la cafétéria bruyante et murmura « Le silence. » Ici, il y avait trop de bruit, trop de réponses et pas assez de questions. Un mois plus tard, Sébastien prenait l'avion pour rentrer dans son pays, mais il n'était plus le même visiteur qu'à son arrivée. Son sac à dos ne contenait ni trophée, ni diplôme, ni photo, seulement un carnet neuf débordant d'idées et une lettre signée par toute l'équipe lyonnaise. « Sébastien Morel est le bienvenu ici quand il le souhaite, non pas comme élève, mais comme professeur. » À l'atterrissage, Sébastien aperçut sa mère dans le hall des arrivées. Elle ne pleura pas, elle le serra simplement dans ses bras. « Tu as apprécié ton séjour là-bas » demanda-t-elle. Il acquiesça. « Tu restes » Claire Morel sourit doucement. « Pas encore » répondit-il. « Je n'ai pas fini ce que j'ai commencé. » Le lendemain matin, Sébastien retourna à Technéa, mais pas au laboratoire. Il s'installa à une table dans un coin de la cafétéria, ouvrit son carnet et appela Martin. « J'ai une idée, une dernière pour l'instant, » dit-il. Sur sa page, pas de moteur ni de schémas électriques, il y avait une salle de classe ou une école avec un accès libre au système, aux ateliers, au matériel. Un endroit où les enfants comme lui n'auraient pas à attendre une sortie scolaire pour être véritablement entendus. Au bas de la feuille, il écrivit « Je ne suis peut-être pas le plus intelligent. Peut-être ai-je seulement été le premier à avoir eu l'occasion d'essayer. » Les semaines passèrent, et la vie reprit son rythme habituel, l'école publique, son bureau, ses croquis. Pourtant, quelque chose avait changé chez Sébastien. Ce n'était pas la gloire qu'il recherchait, ni un titre, c'était une graine en lui, qui germait tranquillement. Un après-midi, Laura Garnier le trouva dans le hall de Techna, sac à dos à la main et une chemise cartonnée sous le bras. « Vous êtes ici pour un nouveau projet » demanda-t-elle. Il secoua la tête. « Non, je suis venu vous montrer un projet. » Il ouvrit la chemise et découvrit des feuilles imprimées, des croquis et des organigrammes. « Ce n'est pas un système, » expliqua-t-il, « c'est une école. » Laura feuilleta les pages, visiblement émue. Sébastien désigna le schéma, une salle de classe spéciale pour les enfants qui voient le monde différemment comme lui mais qui ont rarement quelqu'un pour partager leur vision. C'est fonctionnel, économique, évolutif, dit-il, conçu pour les zones vulnérables. D'où vient cette idée, demanda-t-elle. Parce que si je n'étais pas parti en excursion, répondit-il, je dessinerais des plans rien que pour Technéa. Avec Monsieur Delcourt, Claire Morel et Camille Estrade, une équipe s'est constituée en quelques semaines pour construire le premier prototype, une école mobile, assemblée à partir de matériaux recyclés, alimentée par des panneaux solaires,
offrant un accès numérique limité mais essentiel et surtout, sans uniforme ni examen. S'appuyant plutôt sur des cahiers ouverts et des questions ouvertes. Lors de l'inauguration, aucun discours n'a été prononcé. Une simple plaque en bois, gravée à la main, portait l'inscription suivante, ici, personne ne vient répondre, chacun vient découvrir. Sébastien resta silencieux, mais pour la première fois, un sourire sincère éclaira son visage. Quelques jours plus tard, de retour dans la cour de son école traditionnelle, un garçon l'aborda pendant la récréation. « Tu es vraiment allé dans un autre pays et tu as fait quelque chose que personne d'autre n'aurait pu faire ?» demanda-t-il. Sébastien s'accroupit pour regarder le dessin du garçon représentant un propulseur solaire. « Pas exactement, admit le garçon, je l'ai juste dessiné. » Sébastien étudia le croquis, puis demanda, « Veux-tu venir à la nouvelle école ?» Les yeux de l'enfant s'écarquillèrent. « Oui, demain. J'apporterai mon cahier. » Mais tandis que le monde de Sébastien s'étendait, un autre était au bord de l'effondrement. Dans un quartier voisin, une centrale électrique a subi une panne soudaine. Les systèmes ont gelé, une défaillance de l'interface thermique a plongé 2 hôpitaux et 3 quartiers dans le noir. Le gouvernement a lancé une alerte d'urgence. Tecnéa affûté au surplace. La voix de Monsieur Delcourt grésillait au bout du fil. « Oui, nous avons un gros problème. 30 ingénieurs ont essayé, sans succès. Je dois venir, de quoi avez-vous besoin ? Un cahier et 3 enfants, fut la réponse. Quelques heures plus tard, Sébastien arriva au centre de crise avec son sac à dos et 3 de ses plus jeunes élèves, l'un savait programmer, un autre comprenait les flux thermiques et un troisième interprétait les erreurs matérielles avec une précision exemplaire. Les ingénieurs observèrent Sébastien avec scepticisme. Les présentations, ce sont les renforts, ceux qui n'ont pas encore appris à craindre les erreurs. En moins de 3 heures, les enfants ont identifié la panne, un conflit dans les circuits thermiques et un protocole de redémarrage inversé. La centrale a repris son activité, les hôpitaux ont brillé de nouveau et un journal local a salué l'exploit, 4 enfants ont résolu ce que 30 adultes n'ont pas réussi. Sébastien a refusé les interviews, il est simplement rentré chez lui, a ouvert son carnet et a écrit « Je ne suis pas un génie. J'ai juste eu la chance d'être entendu à temps. Maintenant, à votre tour d'écouter. » 2 ans plus tard, le nom de Sébastien Morel suscita la curiosité plutôt que la surprise. Il déclina des bourses internationales, des contrats lucratifs et resta en dehors des gros titres. Il ne demandait qu'une chose, du temps pour observer, construire, écouter et, surtout, partager ce qu'il avait appris sans l'imposer. Les écoles mobiles qu'il avait esquissées comptaient désormais plus de 20 élèves, disséminés dans des villages reculés, des quartiers mal desservis et des zones industrielles négligées. Chacune portait la même plaque en bois à son entrée, ici, on n'apprend pas davantage, on apprend à voir différemment. Sébastien visitait les salles de classe à l'improviste, parfois seul, d'autres fois accompagné de sa mère ou de Martin Aponte, désormais à la fois mentor et ami. Lors d'une visite, il rencontra une fillette de 10 ans qui avait fabriqué une turbine fonctionnelle avec des cuillères, des bouteilles et un élastique. « Qui t'a appris ça ?» demanda-t-il. « Personne, répondit-elle. J'en ai rêvé la nuit dernière. » Sébastien hocha la tête, prit son stylo et nota tranquillement une nouvelle idée. Pendant ce temps, Claire Morel coordonnait le réseau national, passant du rôle de mère protectrice à celui d'architecte silencieuse d'un vaste système alternatif, un système où l'intelligence se mesurait à la complexité des questions posées et à l'élégance des solutions invisibles. Pourtant, malgré son succès, Sébastien sentit un murmure inquiétant, il y avait encore des endroits où personne n'écoutait. Puis arriva une enveloppe grise de Tecnéa, signalant une défaillance du système de défense automatisé lors de sa phase finale de test. « Vous devriez revenir », l'avertit-elle. Sébastien laissa la lettre sur sa table, entra dans son jardin, regarda le ciel et écrivit une pensée qui avait pris son envol, il reviendrait, mais pas seul, et non pas pour réparer une machine, mais pour défier une structure entière qu'il avait autrefois ignorée. À l'entrée principale de Tecnéa, rien ne semblait avoir changé aux fenêtres impeccables, couloirs silencieux, badges électroniques, mais ce jour-là, quelque chose avait changé. L'agent de sécurité le reconnut, pourtant Sébastien franchit les portes sans hâte, mallette à la main, flanqué de 4 de ses élèves, aucun âgé de plus de 17 ans. Claire Morel suivait à quelques pas avec calme et détermination, et Martin attendait dans le hall. « Ils sont nerveux là-haut », murmura Martin. « Certains ingénieurs pensent encore que tu n'as pas ta place. »« Moi non plus », répondit doucement Sébastien. « Mais je suis venu. » Dans la salle de crise, la tension était palpable.
Un spécialiste exécutif et des visages familiers échangèrent des froncements de sourcils. L'effondrement du système ORA avait déclenché un tollé international. Que savons-nous jusqu'à présent? Demanda Sébastien en désignant l'écran principal. Les données défilaient, redémarrage raté, discordance thermique, erreur de capteur. Pourquoi ce problème n'est-il pas résolu? Insista-t-il. Personne ne parvenait à identifier le déclencheur. Sébastien se tourna vers son équipe, chaque enfant prit en charge un segment du problème. En quelques minutes, ils signalèrent des incohérences structurelles cachées ou des défauts subtils qui, aggravés, brisèrent la confiance du système dans les instructions humaines. Un système qui apprend à s'auto-ajuster, à observer un adolescent de 14 ans, échoue lorsqu'on essaie de le traiter comme s'il était aveugle. Des murmures ont parcouru la salle. « Que proposez-vous » demanda un leader. Sébastien prit une inspiration. Réinitialisez le cœur logique. Ne le reprogrammez pas et ne le réparez pas, écoutez-le. Le système nous dit qu'il ne fait plus confiance aux ordres qu'il reçoit. Nous devons lui apprendre à décider librement, dans le respect des limites éthiques. Un ingénieur plus âgé se leva, irrité. Nous avons besoin de solutions techniques, pas de philosophie. Le regard de Sébastien resta fixe. Si la philosophie n'avait pas eu d'importance, tu ne serais pas encore coincé. Claire observait depuis son coin, sa flamme silencieuse s'embrasant. Son fils était devenu une force sereine, capable de faire plier l'acier des institutions. Monsieur Delcourt entra, évalua le plan et, sans hésitation, ordonna sa mise en œuvre. Les techniciens se précipitèrent pour exécuter les changements. Sébastien ouvrit sa mallette et posa un carnet neuf sur la table centrale, il contenait le plan d'un nouveau type d'interface, qui ne séparerait pas l'humain de la machine, mais les ferait dialoguer. « C'est ça qui va suivre » demanda Laura. « Non » répondit-il avec un sourire. « C'est juste le pont. Le reste n'a pas encore de plan. » Quelques instants plus tard, les écrans se sont rallumés, le système s'est stabilisé et le travail a repris. Il n'y a pas eu d'applaudissements, tout le monde a compris qu'il ne s'agissait pas d'une victoire technique, mais d'un avertissement, l'avenir ne pouvait plus être contrôlé, seulement accompagné. Une semaine plus tard, les couloirs de Technéa semblaient plus denses, plus conscients. Les réunions débutèrent dans un silence pensif. Sébastien ne demanda ni crédit ni compensation, il laissa simplement son carnet sur le bureau de Monsieur Delcourt et dit « Ce qui viendra ensuite n'aura plus besoin de moi. » « Êtes-vous sûr » a demandé Monsieur Lefebvre. « Oui » répondit Sébastien. « Maintenant, ils écoutent. » Il s'éloigna sans caméra, sans adieu et rentra chez lui aux côtés de Claire. Ce soir-là, alors qu'il se préparait à dormir, elle lui servit une tasse de thé et lui demanda « Et maintenant ?» Comme avant que personne ne le remarque, dit-il. Je cherche des questions que personne n'a encore posées. Quelques semaines plus tard, lors d'une conférence parisienne sur l'innovation, le professeur Vallot déclara « Morel n'est pas un génie, c'est une faille, une brèche par laquelle quelque chose de nouveau est entré sans permission. » Le silence se fit, la salle compréhensive. Les carnets de Sébastien commencèrent à circuler anonymement, numérisés par ses élèves, traduits sur des forums en ligne, reproduits dans des salles de classe secrètes. Personne ne savait s'il approuvait, mais personne n'osait les en empêcher. À chaque page, à chaque idée, il y avait plus que des solutions, il y avait la liberté. Dans une classe inspirée, un enfant a construit un dispositif de prévision des tempêtes à partir d'une boîte en aluminium et de capteurs recyclés. « Tu crois que ça va marcher ?» a-t-il demandé à Sébastien. Il a simplement souri, « Et si ça ne marche pas aujourd'hui, tu réessayeras demain. » « Non » murmura l'enfant. « C'est différent » dit Sébastien. Ainsi, l'histoire de Sébastien Morel ne s'est pas achevée avec une médaille, une statue ou une fondation, elle a perduré entre les mains d'autres personnes, dans chaque carnet ouvert, dans chaque enfant assez audacieux pour poser une question. Même si son visage a disparu des journaux, sa présence a persisté comme un moteur qui ne s'arrête jamais, comme une question vivante, comme une flamme qui flamboie au lieu de se consumer.